Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Nous continuons avec le tronc cérébral. Aujourd'hui, nous allons voir la configuration intérieure du tronc cérébral. La configuration intérieure du tronc cérébral. Le tableau. Donc, nous allons étudier les différentes colonnes grises du tronc cérébral, l'origine des nerfs crâniens et les noyaux propres du tronc cérébral. Avant tout, je vais expliquer la répartition de la substance grise au niveau du tronc cérébral en comparaison avec celle de la moelle épinière. Donc on va comparer la répartition, la substance grise du tronc cérébral avec celle de la moelle épinière. Donc au niveau de la moelle épinière, tout d'abord, au niveau de la moelle épinière, la substance grise, elle occupe, bien sûr, normalement, le centre de la moelle épinière sous forme d'une colonne grise continue. Donc, une colonne de substance grise continue qui occupe, bien sûr, le centre de la moelle épinière. Donc, la colonne de substance grise médulaire, la substance grise médulaire. Cette colonne est entourée, bien sûr, de les différents cordons de substance blanche. Donc, je vais mettre là un cordon de substance blanche qui est parallèle. Il est parallèle à la substance grise. Donc, les cordons de la moelle épinière, donc c'est des cordons, bien sûr, un deuxième cordon là, un cordon ascendant, formé plein de fibres, plein d'axones ascendants ou descendants, selon le cordon. Donc, nous avons la moelle épinière. Donc, la moelle épinière, c'est là. On a une colonne grise centrale entourée de cordons. Les cordons sont parallèles. Au niveau du tronc cérébral. Avant de schématiser les colonnes du tronc cérébral, c'est-à-dire les colonnes de substance grise dans le tronc cérébral, quelle est la différence morphologique entre le tronc cérébral et la moelle épinière? Donc, en comparaison, c'est-à-dire entre la morphologie de la moelle épinière et le tronc cérébral, nous avons au centre de la moelle épinière un canal, le canal épendymère. Au centre, donc, nous avons la moelle épinière, elle est cylindrique, avec au centre un canal le long de la substance grise, le canal épendymère de la moelle. Et la substance grise, elle est disposée, elle se dispose autour du canal épendymère, de la moelle épinière. Au niveau tronc cérébral, donc, le tronc cérébral n'est pas cylindrique, il est un peu de forme conique, comme ça. Un cône tronqué. Au niveau de la protubérance, de bulbe brachydien, donc il est un peu élargi. Le tronc cérébral est un peu élargi. Le sens transversal. Automatiquement, l'itkoun central au niveau de la moelle va être élargi comme ça. Va prendre cette forme, va suivre la forme de le tronc cérébral. C'est la première notion. La deuxième notion, la substance grise au niveau, le canal épendymère de la moelle qui occupe le centre, va être remplacé au niveau du tronc cérébral par le quatrième ventricule. Donc le quatrième ventricule
c'est lui qui va prendre la place du canal épendymère au niveau de la moelle épinière. Et la substance grise, elle est comme au niveau de la moelle épinière, elle se dispose autour du canal épendymère du tronc cérébral qui est au niveau de la protubérance et le bulbe rachidien, nous avons le quatrième ventricule. Et au niveau du mésencéphale, on a l'aqueduc de Sylvius. Donc, je vais schématiser le tronc cérébral dans son ensemble sur une vue latérale. Donc, nous avons la protubérance, le pont et le bulbe rachidien, puis la moelle épinière. Et je vais schématiser la cavité épendymère de chaque partie. Donc, nous avons la cavité épendymère de la moelle épinière qui va, s'il se dirige la cavité, le canal épendymère, vers le quatrième ventricule. Donc là, le quatrième ventricule se prolonge en bas par le canal épendymère et au nous par l'aqueduc de Sylvius. Donc cet aqueduc de Sylvius qui s'ouvre au niveau du troisième ventricule. Donc, hadi la quatrième ventricule et canal épendymère. Hadou les cavités. Les cavités, donc je vais schématiser là le cervelet de l'autre côté. Donc, nous avons le cervelet de part et d'autre du quatrième ventricule. Où nous chauffons la répartition de la moelle épinière, de la substance grise. Donc, au niveau de la moelle épinière, la substance grise, elle est là. Elle est au centre, une colonne donc qui remonte avec le canal épendymère jusqu'au... Après, elle va suivre toujours le canal épendymère, donc elle va être refoulée en arrière, donc. Nous avons de part et d'autre, là, c'est la substance grise du tronc cérébral et d'autre côté, donc, quelques noyaux au niveau du cervelet. C'est toujours autour du canal épendymère, donc autour de cette cavité, puis autour de l'aqueduc de Sylvius. Donc, hadi la colonne de substance grise du tronc cérébral équivalente à la substance grise médulaire. C'est-à-dire, c'est la substance grise qui donne naissance au nerf rachidien. Donc, chaque nerf, un chauffe-eau, il sort maintenant avec une racine motrice à partir de la substance. Une racine sensitive, donc avec le ganglion, pour former le nerf. L'origine du nerf, donc, c'est la substance grise. Nous avons donc chaque myélomère qui va donner un nerf. Le tronc cérébral donne donc les nerfs crâniens. Le tronc cérébral va donner les nerfs crâniens qui vont prendre la place au niveau du nerf rachidien. Donc nous avons là la substance grise segmentaire. Ce sont les centres segmentaires. C'est-à-dire centres segmentaires, ce sont les centres qui donnent naissance aux nerfs crâniens. Les centres, nous les avons toujours en avant de l'aqueduc de Sylvius, en avant du quatrième ventricule, puis autour du canal épendymère. C'est donc la différence entre la moelle épinière et la répartition de la substance grise. On va ajouter quelques noyaux propres, les noyaux propres du tronc cérébral, le noyau rouge par exemple, la substance Niger, le noyau du pan. À chaque fois, expliquer c'est quoi ces noyaux du pan, le noyau olivert, les noyaux, les noyaux propres. En arrière, donc, nous avons les noyaux segmentaires, voilà les noyaux des nerfs crâniens. Bon, au niveau de la moelle épinière, nous avons une colonne continue. Une colonne continue. Là, parce que les faisceaux, les chefnahs ils sont parallèles. Il n'y a pas d'entrecroisement. L'entrecroisement, il est mekouch bzef. Par contre, au niveau du tronc cérébral, l'entrecroisement, parce que vous savez que le côté gauche du cerveau, l'hémisphère gauche, l'hémisphère cérébral gauche, contrôle le côté droit. Et l'hémisphère cérébral droit contrôle le côté gauche. Donc, automatiquement, les faisceaux descendants et ascendants de l'hémisphère droit vers
le côté gauche et de l'hémisphère gauche vers le côté droit s'entrecroisent. S'entrecroisent soit la moelle épinière, mais beaucoup plus dans le tronc cérébral. Donc tous les faisceaux descendants du côté droit ils vers le côté gauche et du côté gauche vers le côté droit, l'entrecroisement se fait de la substance grise. C'est-à-dire ce faisceau. Après, il croise au niveau du tronc cérébral de droite à gauche comme ça, aux dépens de la substance grise. Donc il va couper, par exemple, cette colonne ventrale. Il va couper la corne antérieure en deux colonnes séparées. La notion est très importante pour comprendre. Donc là, que cette substance grise, nucléaire qui donne les noyaux, les noyaux du nerf crânien, elle est fragmentée. Toujours. Donc nous avons les colonnes qui lèguent le tronc cérébral, qui lèguent le tronc, le bulbe. Donc nous avons la colonne dorsale qui va en avant, la colonne ventrale qui va se diviser en deux faisceaux, un faisceau continu, un faisceau qui croise. Il y a les faisceaux du nerf crânien qui croisent vers l'autre côté, ainsi de suite. Donc à chaque fois, cette colonne, et on va avoir donc des petites colonnes nucléaires séparées le long du tronc cérébral. Donc le long du tronc cérébral, on a une colonne continue, mais on a des colonnes séparées. Donc des colonnes chacune à part. Les colonnes vont garder leur signification physiologique. C'est-à-dire, si on prend la corne ventrale, elle est motrice. Quand on la coupe en plusieurs colonnes nucléaires au niveau du tronc cérébral, ces colonnes nucléaires restent automatiquement motrices. Donc, la colonne motrice, au niveau de la moelle, elle est au niveau de la corne ventrale. Et la colonne sensitive au niveau de la corne dorsale. Donc, on a le schéma parce qu'il est un peu encombré. On chauffe un deuxième schéma. Donc, toujours à partir de la moelle épinière, on va schématiser donc la corne postérieure avec la tête, le col et la base, puis la corne ventrale avec la tête et la base. Et là, nous avons le canal éppendylaire avec la substance grise centrale du canal éppendylaire, la commissure grise. Donc, le faisceau, ce qu'on appelle le faisceau pyramidal, c'est la voie motrice principale. Quand il descend au niveau du bulbe rachidien, il croise au niveau de la décussation de pyramide. Il va couper, donc les faisceaux qui croisent, comme ça, d'avant en arrière, vont séparer donc la tête de la corne ventrale. Après, donc, on a déjà deux colonnes. Après, nous avons le faisceau sensitif dorsal qui va en avant, comme ça, qui va en avant à travers la substance grise, va couper la substance centrale de la substance latérale, ainsi de suite. Donc, nous avons plusieurs faisceaux qui traversent et qui coupent la colonne du continu de substance grise. Et nous allons avoir en revanche plusieurs colonnes. Donc, la colonne de la tête, la colonne du col, la base, une troisième colonne, donc une colonne sensitive et une colonne motrice. Là aussi, une colonne au niveau de la base, une deuxième colonne latérale, la colonne dorsale. Donc, nous avons 6 colonnes. Donc, 6 colonnes avec 3 colonnes motrices et 3 colonnes sensitives. Donc, la substance grise unie comme ça. Donc, unie comme ça, va être fragmentée. À chaque fois qu'un faisceau remonte, donc il coupe ou il roule d'autre côté. Voilà, quand un faisceau descendant, il coupe la substance grise, il roule en avant, d'avant en arrière, derrière en avant, de gauche à droite, ainsi de suite.
Donc, cette colonne va être... Donc, la première différence, c'est que l'élargissement en largeur du tronc cérébral va automatiquement entraîner la substance grise qui va être étalée. Au lieu d'une colonne centrale, elle devient un peu élargie. Deuxième point, elle est refoulée en arrière. Elle est refoulée en arrière suivant les canaux épendymères, c'est-à-dire suivant le quatrième ventricule, puis l'aqueduc de Sylvius. Le troisième point, c'est que cette colonne, elle n'est pas unie. Elle n'est pas unique, elle va être fragmentée, donc en plusieurs colonnes nucléaires. Mais elle garde quand même sa signification physiologique. Donc, le tableau tierno. Nous allons voir ces colonnes. Tout d'abord, le tableau, on va voir la disposition au niveau du tronc cérébral. Tout d'abord, le schéma, pardon. Le schéma. Donc, je vais schématiser le quatrième ventricule. Là, c'est pour la substance grise nucléaire, c'est-à-dire la substance grise qui donne naissance au noyau, au nerf, pardon. Ce sont les noyaux du nerf crânien. Donc là, c'est le dos du... Donc là, c'est le triangle bulbaire en haut. Le pédoncule, donc cérébelleux supérieur, moyen et inférieur. هادو normalement نعرفوهم déjà. شفناهم في la morphologie générale du tronc cérébral extérieur, pardon. Et nous avons donc, qu'est-ce que je vais faire le schéma هذا. Dans ce schéma, je vais à chaque fois نقراو une colonne sur le tableau, hein, à chaque fois je fais une colonne sur le tableau, on va la représenter, la projection de cette colonne au niveau du plancher du quatrième ventricule. D'accord? Donc nous avons le triangle bulbaire avec l'aile blanche, l'aile grise et l'aire vestibulaire, l'aire cochléaire, le colliculus du nerf facial, ainsi de suite. Là, c'est les formations. C'est les reliefs des nerfs crâniens, les reliefs du noyau du nerf crânien qui, au niveau du plancher du quatrième ventricule. Donc, le tableau, nous avons tout d'abord la colonne somito, et pas somato. Colonne somito-motrice. C'est-à-dire somito, c'est en rapport avec l'origine de cette colonne et l'origine des organes énervés par cette colonne. C'est les somites. Les somites qui donnent naissance. Donc nous avons l'embryologie. Vous avez la corde qui donne le corps vertébraux des vertèbres, le long de la colonne vertébrale. Et vous avez de part et d'autre les somites qui donnent les arcs rachidiens. Et à partir du somite, nous avons presque tous les muscles, le système squelettique. Donc le système squelettique, tout ce qui est muscles, os, articulation, aponévrose, hadou kamel, ils jouent le mésoderme. Soit à partir du somite, soit à partir des arcs bronchiaux. Donc les arcs qui forment le cou et les cavités de la face. Ce sont les arcs bronchiaux. Donc là, quand on dit somitomotrice, c'est-à-dire c'est toujours une colonne somatique. Quand on dit somatique, c'est-à-dire le corps, le contenu. Hein? Le contenu, c'est-à-dire muscles, os, parois, donc le contenant, les viscères. Donc quand on parle soit des somites ou des arcs bronchiaux, c'est toujours la même formation. Les dérivés de mésoblastes, de mésoderme, c'est-à-dire tout ce qui est muscle, os, ainsi de suite. L'appareil locomoteur. Et donc, les dérivés donc, on a les dérivés, soit les dérivés de mésoblastes, mésoderme, soit les somites, soit les arcs bronchiaux. Donc, on va parler des nerfs somitiques et des arcs bronchiaux. Pour les nerfs crâniens, les nerfs rachidien et kamel, c'est des nerfs somitiques.
C'est pourquoi on n'a pas différencié la colonne vertébrale, la moelle épinière, entre les nerfs somatiques et les nerfs bronchiaux. Par contre, là, au niveau de tronc cérébral, donc il y a une différence quand même entre... C'est à partir de l'origine embryonnaire. Ça n'a rien à voir avec le... c'est-à-dire viscéral ou... Donc là, c'est toujours somatique. Donc on va l'appeler, la colonne somato, c'est-à-dire somatique, somitomotrice. Somato-somitomotrice. Et là, la colonne somato-bronchiomotrice, c'est un peu plus clair. Donc, concernant la première colonne, somitomotrice, et là, maintenant, tableau nous avons le niveau, soit le mésencéphale, la protubérance, c'est-à-dire le pont, ou là, le bulbe rachidien. C'est-à-dire là, on est en train de décrire l'origine, ce qu'on appelle l'origine réelle des noyaux, des nerfs crâniens. L'origine réelle des nerfs crâniens, c'est-à-dire la situation du noyau d'origine d'un nerf crânien. Quand il soit un nerf crânien, les nerfs crâniens, nous avons des nerfs crâniens purement moteurs. Exemple, le nerf 6, le nerf 12, le nerf 3 et le nerf 4. Nous avons ce sont les nerfs somitomotrices. Les nerfs bronchiomotrices sont des nerfs mixtes. عندهم des noyaux moteurs ou عندهم aussi des noyaux viscérales et des noyaux végétatifs, c'est la viscérale, et عندهم aussi un noyau sensitif. Donc c'est des nerfs mixtes. نرجع donc la première colonne. Je vais répartir donc la première colonne. Elle est située au niveau du plancher du quatrième ventricule. Nous avons la projection du noyau du grand hypoglosse, le nerf hypoglosse, qui occupe l'aile de l'hypoglosse. Donc la situation de noyau hada, il est en arrière. En arrière, donc il est à peu près non. Donc je vais faire un schéma. Un petit schéma là, donc la protubérance, le bulbe rachidien, le tronc, pardon, il est là, le bulbe rachidien en bas, sur là. Donc le noyau de l'hypoglosse, il est à peu près là, au niveau de la partie inférieure, donc de triangle bulbaire, et au milieu, à proximité de la ligne médiane, la ligne médiane. Au-dessus de ce noyau, nous avons dans la protubérance le noyau des 6. Le noyau du 6, il occupe le colliculus du nerf facial. Hada le noyau du 6, il est là. Donc on va, hadi la colonne, c'est la colonne somitomotrice. Somitomotrice. Donc à la hauteur du colliculus du nerf facial, chauffe, là c'est le 6. Maintenant, Ngolo, il est à la hauteur du colliculus du nerf facial. Pourquoi? Parce que le colliculus du nerf facial, cette masse est formée par le noyau, mais autour du noyau, les faisceaux du nerf 7. Les faisceaux du nerf facial. C'est pourquoi il est appelé le colliculus du nerf facial. On va expliquer Hadim Bak. Après, à la hauteur des tubercules quadrijumeaux. Donc nous avons en arrière les 4 tubercules quadrijumeaux, les tubercules quadrijumeaux supérieurs et inférieurs. À la hauteur des tubercules quadrijumeaux inférieurs, nous avons toujours dans la même colonne le noyau du 4 et là le noyau moteur du 3. Hadi la colonne somatomotrice. D'accord? La répartition terra. Donc elle est à peu près, elle occupe là, donc le dos de toujours dans cette colonne. Mais il faut noter que cette colonne, elle est située en avant de l'aqueduc de Sylvius. Donc là, l'aqueduc de Sylvius, le quatrième ventricule, puis le canal épendymère. Elle est là, bon, à peu près là, après là, et elle descend là. Voilà. Elle dit la colonne somitomotrice. La colonne, elle correspond à la corne ventrale. Corne ventrale, une partie, pas toute la corne. La corne ventrale de... Donc, je fous comment elle est fragmentée. Là, par exemple, il y a des faisceaux croisent
soit d'arrière en avant, soit de gauche à droite, et qui fragmente la colonne hadi. Ruhu, la deuxième colonne, la colonne bronchiomotrice. La colonne bronchiomotrice, donc nous avons au niveau de mésencéphale, il n'y a pas de marrakech des noyaux. Au niveau de la protubérance, donc nous avons le noyau du 5, le nerf 5, c'est un nerf un nerf bronchial mixte. Le nerf 7, le 7, hein, le nerf 7, c'est un nerf aussi moteur mais mixte, bronchial mixte. Et bien sûr, le noyau ambigu. Le noyau ambigu, c'est un noyau très très important. Hein, noyau ambigu, attention. Hein, c'est jamais. Donc, noyau ambigu. Tout d'abord, je vais représenter cette colonne en rose. En rose, parce qu'il y a une superposition d'arrière en avant de deux colonnes. C'est-à-dire la deuxième colonne, elle est située un peu en arrière par rapport, en avant, pardon. Un peu en avant par rapport à la première. Donc en rose, elle est située là. Mais toujours fragmentée. Donc nous avons à peu près là le noyau ambigu. Le noyau ambigu, il est en avant. Le noyau ambigu, quand on dit ambigu, c'est-à-dire il est ambigu. Donc ce noyau, il énerve trois nerfs. C'est-à-dire à partir de là, il y a trois nerfs. Nous avons bien sûr le nerf vague. C'est quand on dit nerf vague, vous savez, le nerf vague est un nerf viscéral. Mais le noyau ambigu est un noyau somatique. Donc viscéral, c'est pas la motricité viscérale. Quand on dit nerf vague, c'est-à-dire la motricité, par exemple, du voile du palais. La motricité du pharynx, en partie. La motricité, ainsi de suite. Donc c'est toujours la partie, les muscles du larynx sont énervés par le nerf vague. Hadoukamel, c'est le nerf vague. Quand on dit le glossopharyngien, c'est la même chose, c'est les muscles de pharynx. C'est des muscles squelettiques. Maintenant, c'est-à-dire ce noyau-là n'est pas un noyau viscéral. C'est un noyau motricité, disons, volontaire, mais motricité, c'est-à-dire somatique. Ruhu, à la hauteur de la protubérance, nous avons le nerf 7, et le nerf 5. Nerf 7 et 5. Donc le nerf 7 et le nerf 5. Mais hadou, le même plan. Le même plan. Le plan hada, le plan de la colonne somitomotrice, il est en arrière du deuxième plan. Le même plan. Ils sont superposés. Narjou le schéma hada hanaya. Je vous comment hadi elle est un peu en avant de la deuxième. Allez, au niveau de mésencéphale, nous n'avons pas de noyau moteur dans cette colonne. Donc cette colonne s'arrête, elle s'arrête là au niveau de la protubérance. Donc nous avons au niveau de bulbe rachidian le noyau ambigu et au niveau de la protubérance, quand on dit noyau ambigu, quand même, il est divisé en trois parties. Le nerf donc 10, 11, le nerf 11, le nerf 10 et le nerf 9, c'est-à-dire le nerf spinal, voilà le nerf accessoire, le nerf pneumogastrique, vague, et le nerf glossopharyngien. Et là, le nerf 12, on va mettre là le nerf, donc là c'est le 6, et là c'est le 5, ou maintenant le 7. On va mettre, pardon, l'inverse, là c'est le 5, et là le 7. Et là, nous allons mettre donc le 4 et le 3. D'accord? Hadou, les noyaux somato, là j'utilise le terme somato, c'est pas somito, moteur. Donc les noyaux qui énervent tous les muscles
squelettiques, hein, dérivés des mésenthodermes, soit des somites, soit des arcs bronchiaux. D'accord? C'est des muscles, on va dire, volontaires. Pour différencier le noyau pneumogastro-entérique, le pneumocardio, pardon, entérique, et le noyau ambigu. Rojo, la colonne viscéromotrice. La colonne viscéromotrice, on va la mettre là en jaune. Tout d'abord, elle est située un peu en dehors. Elle est située en dehors de la colonne de la colonne somitomotrice. Donc la colonne viscéromotrice, elle est située en dehors de la colonne somitomotrice. D'accord? Et presque dans le même plan. Donc elle est comme ça. Le même plan, toujours le plancher de quoi? Le plancher du quatrième ventricule. Donc on va mettre là au niveau de l'aile du vague, ce qu'on appelle donc ce noyau, le noyau dorsal du vague ou le noyau pneumo-entérique. Donc le noyau pneumo-entérique. Le noyau donc cardio-pneumo-entérique. Hada huwa le noyau le plus important du tronc cérébral. Pourquoi? Tous les viscères du cou, du thorax et de l'abdomen. Tous les viscères de l'abdomen, mis à part à l'exception des viscères de petit bassin. Hadou sont énervés par le cône terminal de la moelle épinière qui contient le parasympathique sacral. Donc, le noyau, c'est le parasympathique le plus important. Et même toutes les colonnes Hadou, la colonne le viscéromotrice, on peut l'appeler la colonne parasympathique. Moteur qui énerve, bien sûr. Quand on dit viscère, c'est-à-dire un muscle blanc, une fibre musculaire lisse. Quand on dit somatique, c'est-à-dire fibre musculaire striée. La fibre cardiaque, elle est exceptionnelle. Je parle de la fibre musculaire lisse ou la striée. Quand on dit donc envers hada, c'est un noyau moteur, mais motrice, c'est le noyau le plus important parce qu'il énerve tous les viscères du corps, à l'exception bien sûr des viscères du petit bassin, donc à l'exception de quelques viscères au niveau de la face et du crâne et tout. Donc là, les viscères du cou, de l'abdomen et du thorax. Au-dessus de ce noyau, donc hada, c'est le noyau du vague. Hein. Toutes les fibres ils sont dans le nerf vague. Donc le noyau du vague. Au-dessus, donc nous avons en dehors du noyau du 6, mais toujours dans le même plan, 3 noyaux qui sont les noyaux salivaires supérieurs, à peu près là, le noyau le salivaire supérieur, le noyau salivaire inférieur, dans la protubérance, et au niveau en dehors du 3, nous avons le noyau du 3, le noyau là, à faire le 3, le noyau donc pupillaire et un peu vers supérieur, le noyau lacrymonasal. J'ai dit la colonne viscéromotrice, le noyau pupillaire, la motricité tient la pipi. Il contrôle les muscles lisses du globe oculaire. Il contrôle les muscles lisses du globe oculaire. Donc les tendons qui maintiennent le cristallin, la pipi, les rices, c'est-à-dire les muscles à l'intérieur de donc le lacrymonasal
comme son nom l'indique, donc la glande lacrymale, la sécrétion nasale. Le noyau salivaire supérieur contrôle, chauffe, vous inversez. Pour le noyau salivaire supérieur, il contrôle les glandes, les canaux en bas, c'est-à-dire la sublinguale et la maxillaire, la sous-maxillaire, la sous-mandibulaire. Et là, le noyau salivaire inférieur contrôle la parotide, l'inverse. Donc la parotide, elle est située un peu en haut. Donc axo, les noyaux, donc l'inférieur contrôle la parotide et le supérieur contrôle les glandes sous-maxillaires et la glande sous-linguale. Et le noyau lacrymonasal, donc, le noyau lacrymonasal, et le noyau pupillaire, même chose. Donc, la colonne, elle est située motrice en avant de la colonne bronchiomotrice. Faites-vous donc la situation pardon, en arrière. Parce que, elle est située en dehors de la colonne somitomotrice, en arrière de la colonne bronchiomotrice. Le schéma donc, c'est en arrière, vers le quatrième ventricule, c'est-à-dire en arrière. Donc, la situation ou la hauteur de... L'essentiel, les noyaux, ils connaissent au niveau de la partie dorsale, du tronc cérébral, et au niveau surtout de cette triangle, cette logange du quatrième ventricule. Donc, je vous passe tous les noyaux, ont la projection terrain au niveau de quatrième ventricule. La colonne bronchio, la colonne sensitive. Donc, quand on dit colonne motrice, la colonne motrice, que ce soit la bronchiomotrice, somito ou la bronchiomotrice, et même la colonne viscérale motrice, les colonnes kamel dérivent de cette partie ventrale de la moelle, de la partie ventrale, la substance grise médullaire. La partie dorsale de la substance grise médullaire. La partie dorsale de la substance grise médullaire, donc nous avons la corne, la corne, et nous avons donc 3 noyaux de chaque côté. 3 noyaux de chaque côté, la corne, donc tête, col et base. Elle va être fragmentée en 3 noyaux de chaque côté. Et nous avons donc la colonne bronchio-sensitive. La colonne bronchio-sensitive, donc elle est représentée par principalement le noyau du 5. Le noyau du nerf 5, donc en quelle couleur? Donc je vais le mettre en noir. Donc il remonte comme ça, toute la hauteur du tronc cérébral. Il est situé en dehors et en arrière. En dehors et en arrière par rapport à la colonne, à la deuxième colonne. Donc, le noyau sensitif du 5. Et nous avons le noyau donc sensitif du 5. Le noyau du faisceau solitaire. Le noyau du faisceau solitaire, donc c'est un noyau qui s'étend le long du bulbe et remonte un petit peu, donc il est dans le triangle bulbaire, il est dans le bulbe. Hada, c'est la sensibilité, donc la sensibilité, tu as le nerf 7, 9, 10 et 11. 9, 10, pardon. Le nerf 7, 9 et 10. Là, quand on dit sensibilité, c'est-à-dire il reçoit la sensibilité, les gymes, le pharynx, la langue, la langue, donc la gustation, et le noyau gustatif, ainsi de suite. Les deux, donc, des deux nerfs. Donc nous avons le long, la protubérance bulbe, le noyau du 5 et le noyau du faisceau solitaire. Le noyau du faisceau solitaire. La colonne somitosensible.
La colonne somatosensible, donc, elle est représentée là par, elle est située un peu en avant par rapport à la colonne somatosensible et est représentée par le noyau vestibulaire qui occupe l'angle ponto-cérébelleux et le noyau cochléaire au niveau du triangle bulbaire. Donc le triangle bulbaire, nous avons le noyau, dans le triangle bulbaire, le noyau vestibulaire, et dans le triangle pontique, le noyau cochléaire. C'est les deux noyaux, ils regroupent pour l'innervation cochlée qui vient de la cochlée, pardon, là, la cochlée. Et maintenant, le vestibule de l'oreille interne. Donc, le nerf auditif. Grosso modo, la répartition des colonnes des nerfs crâniens. Donc, j'espère bien que vous avez bien compris pourquoi ma'nash une colonne continue, pourquoi nous toujours les centres segmentaires comme la moelle épinière, parce qu'ils donnent les nerfs crâniens, et pourquoi cette colonne, elle est refoulée en arrière par le développement du quatrième ventricule, par l'élargissement du tronc cérébral, c'est-à-dire le développement en largeur, et bien sûr par le passage en avant des voies les voies ascendantes et descendantes. Donc le terme tegmentum, hein, tegmentum, le terme tectum. Hein, c'est quoi le tegmentum et le tectum? Là, je vais toujours par un schéma. Donc, au moins, la répartition des nerfs crâniens. C'est quoi le tegmentum? Je vais schématiser donc le tronc cérébral, une deuxième, une troisième, une quatrième fois. Le tronc cérébral, il est en même temps là, nous avons l'aqueduc de Sylvius. L'aqueduc de Sylvius est le canal épendymère de le mésencéphale. Après, nous avons le quatrième ventricule. C'est le canal épendymère de donc V4 et aqueduc de Sylvius. L'aqueduc de Sylvius est un canal. Un canal, il me suffit le LCR. Sécrété au niveau du diencéphale et du télencéphale, yahbat au niveau de l'aqueduc de Sylvius. Même le V4 va sécréter encore de l'LCR. On va dire, le cours le LCR et les cavités épendymères. Donc c'est une cavité épendymère. La cavité épendymère va diviser le mésencéphale en deux parties. Nous avons la lame quadrijumelle. La lame quadrijumelle avec les deux tubercules quadrijumeaux, les quatre tubercules quadrijumeaux, pardon. Donc la lame, elle forme en quelque sorte le toit de l'aqueduc de Sylvius. Et nous avons en avant du toit le plancher taha. Donc le plancher taha, c'est le tegmentum, et le toit, c'est le tectum. Tectum, c'est-à-dire le toit. Donc ce tegmentum, mais au niveau de mésencéphale, il s'étend en avant du V4, donc toute cette partie est appelée le tegmentum. Le tegmentum, c'est le segment du tronc cérébral situé en avant des cavités épendymères du tronc cérébral. Les cavités épendymères du tronc cérébral. Le tegmentum s'étend en bas par la substance grise médulaire, la substance grise de la moelle épinière. Donc, le tegmentum, c'est lui qui renferme tous ces nerfs, tous ces noyaux, hein, sont situés au niveau de tegmentum. D'accord? En avant du tegmentum,
en avant du tegmentum, nous avons les voies ascendantes et descendantes du tronc cérébral. Donc, nous avons par exemple ce qu'on appelle le faisceau d'Urel, ou là, le lemnisque médian. Latéralement, par rapport au lemnisque médian, à peu près là, nous avons le lemnisque latéral. Ce sont les voies ascendantes et descendantes, c'est-à-dire la voie qui gagne, par exemple, le thalamus au niveau du diencéphale. L'essentiel, en avant, on a la substance beaucoup plus blanche. Le tegmentum, c'est la substance grise segmentaire. Le tectum, juste cette partie. Maintenant, un tectum au niveau de... Maintenant, un toit. Nous avons le cervelet. C'est le cervelet qui forme le toit du quatrième ventricule. C'est-à-dire le cervelet, lui, va prendre la place de tectum au niveau de la protubérance et au niveau de bulbe. D'accord? Maintenant, la signification de le tegmentum, le tectum, et bien sûr, les trois parties du tronc cérébral. Donc, nous avons le tectum, le toit, qui contient les noyaux propres, qui s'appellent les noyaux du toit. Le tegmentum, donc, nous avons par exemple là, le noyau du 3, le noyau du 4, à la hauteur de... Après, nous avons le noyau du 6, du 5, toutes les colonnes au niveau du tegmentum. Et un peu en avant, nous avons le noyau, par exemple, le rouge. C'est un noyau propre du tronc cérébral. Nous avons au niveau de cette là, le noyau, le substance Niger. Hein? C'est une substance grise qui remonte même dans le diencéphale, en connexion avec les noyaux du diencéphale. Nous avons là les noyaux du pan. C'est quoi ces noyaux du pan? Et nous avons bien sûr le noyau olivaire au niveau de Hadoucé. Donc dans le tegmentum, on a beaucoup plus les noyaux propres du tronc cérébral. Pardon, s'il vous plaît. Les noyaux des nerfs crâniens. Dans le tegmentum, on a les noyaux du nerf crânien. Et quelques noyaux, bien sûr, propres du tronc cérébral. Et le reste du noyau propre est connu même dans la partie des voies ascendantes et descendantes. J'espère que vous avez bien compris la répartition de la substance, la colonne viscéromotrice. Pour la colonne viscéromotrice, elle est dans le tegmentum automatiquement. Toutes les colonnes viscérosensitives. La colonne viscérosensitive, elle est mal systématisée. Nous avons un seul. Qu'un des auteurs rigolo, ces noyaux viscéromoteurs, on les classe viscéromoteurs. Mais ils sont mixtes. C'est-à-dire à chaque noyau, on a une partie sensitive. La sensibilité viscérale, elle est mal systématisée. Sauf qu'au niveau du noyau dorsal du vague, le noyau dorsal du vague, c'est juste une partie du noyau pneumo-entérique qui reçoit la sensibilité. C'est quoi la sensibilité viscérale? C'est une sensibilité inconsciente. Par exemple, la distension gastrique. La distension gastrique est le phénomène de satiété, c'est-à-dire on a la distension, la pression sur le pylore, et l'ouverture du pylore. Donc, il reçoit cette pression par, bien sûr, les plexus au niveau de la sous-muqueuse, le plexus au niveau entre la musculeuse et... je fais normalement plistologie. Donc, les plexus, les influx vers les noyaux viscéraux sensibles au niveau du tronc cérébral ou là au niveau du cône terminal où ils rejoignent par des influx moteurs. Donc, nous avons l'influx moteur. L'influx sensitif, il est mal systématisé. C'est pourquoi je n'ai pas l'influx. D'accord? Donc là, c'est pour la question de Zaki Miloudi, la colonne viscérosensitive. De l'intérêt le live, donc c'est des questions directes. C'est une bonne... Donc, la terminologie, donc tegmentum et tectum, normalement c'est bon. C'est quoi ce tegmentum et le tectum? Donc le tectum c'est le toit de l'aqueduc de Sylvis, c'est-à-dire le toit de l'aqueduc. Donc, les noyaux propres. Donc le locus Niger,
de locus Niger. Donc voilà, c'est un noyau qui entre dans le contrôle de la motricité. Il est là. Il est situé à ce niveau-là. Donc en avant, au niveau du pied, entre pardon, le pied et le tegmentum au niveau de tronc cérébral. Au niveau pardon, de le mésencéphale. En arrière de lui, nous avons le noyau rouge. Et là, c'est de part et de pair. De chaque côté, on a deux noyaux rouges, de chaque noyau Niger, ainsi de suite. Après, au niveau du pan, nous avons les noyaux du pan. C'est quoi les noyaux du pan? Donc, je vais prendre un noyau, le pan. Quand on dit noyau, c'est-à-dire un amas qui contient les corps cellulaires, des corps cellulaires. Les neurones, la voie motrice. La voie motrice, elle descend comme ça. La voie motrice principale. Elle descend à travers le diencéphale dans le tronc cérébral. Et elle abandonne à chaque fois des nerfs des faisceaux pour les nerfs crâniens moteurs. Tu mets des faisceaux pour la colonne sommitomotrice et la colonne bronchiomotrice. Donc, les faisceaux corticaux. Corticaux, c'est-à-dire le cortex cérébral. Il y a le cortex cérébral, les noyaux cortico-nucléaires. Donc, à chaque fois. Ou on a la voie qui descend, qui continue, le trajet dans la moelle épinière. Le faisceau qui descend dans la moelle épinière, il se nomme le faisceau cortico-spinal. Cortico-spinal qui va donner, à partir de la moelle cervicale, des faisceaux pour méulomère, puis un nerf. Donc nous avons le faisceau cortical moteur. Le faisceau cortical moteur, mais l'écorce cérébrale. Ou yahbat sous forme d'un faisceau moteur. La définition de le faisceau, il provient d'un centre. Et le centre nerveux, c'est un ensemble, une population de neurones qui ayant la même origine, la même topographie, qui jouent le même rôle. Donc cette population de neurones pyramidale située dans l'écorce cérébrale va donner de chaque côté un faisceau qui descend, le faisceau pyramidal. Alors ce mot pyramidal parce que j'ai les neurones de forme pyramidale. À travers le tronc cérébral, ce faisceau, en fait, est composé de trois petits faisceaux. Voilà, trois sous-faisceaux. Il y a le faisceau destiné au nerf crânien, au nerf moteur. Il y a le faisceau destiné à la moelle épinière. Donc, le faisceau cortico-nucléaire. Le faisceau cortico-spinal. Et nous avons un faisceau qui s'arrête au niveau du noyau du pan. C'est-à-dire, il ne se termine pas dans les noyaux du nerf crânien, mais plutôt dans les noyaux du pan. D'accord? Et à partir de là, un deuxième neurone qui va dans le pédoncule cérébelleux. Le pédoncule cérébelleux moyen de chaque côté, de côté et d'autre, formant cette bobine. Donc, ce faisceau, c'est lui qui forme c'est lui qui va ronfler la protubérance annulaire. Donc, il va, à partir de l'écorce cérébrale, le faisceau, il kemmel au niveau du noyau du pan. Le deuxième neuron qui prend le relais va vers le cervelet du manière. Donc, le premier descend comme ça, la fibre. Après, le premier neuron. Le deuxième neuron, il rentre dans le pédoncule cérébelleux. Donc, je vais schématiser le pédoncule cérébelleux moyen. Donc, là, le pédoncule cérébelleux moyen, ou là, tout simplement, le pan. Et là, vous avez là, le quadrijumeau, le bulbe. Donc, bulbe protubérance. Et je vais mettre là un noyau du pan.
Donc, le premier neurone descend à travers le pied de pédoncule. Il y a donc le noyau du pont et le deuxième neurone il va vers le cerveau. D'accord? Donc, le faisceau, c'est ce qu'on appelle le faisceau cortico-pontique. Cortico-pontique. Donc, c'est pourquoi nous avons des noyaux du pont qui s'appellent le noyau du pont. C'est des noyaux moteurs. Ce sont des noyaux moteurs qui interrompent, c'est des noyaux qui interrompent la voie pyramidale. La synthèse, donc la disposition des noyaux. Après, avec la systématisation du cervelet, nous faisons le rôle du noyau rouge et le noyau olivaire. Avec ainsi de suite, à chaque fois où on déroule la voie, par exemple, pyramidale, on va expliquer les différents faisceaux de la voie pyramidale, ainsi de suite. L'essentiel, grosso modo, le rôle de chaque noyau, donc nous avons avec les noyaux olivaires inférieurs. Donc, le noyau olivaire inférieur occupe l'olive bulbaire. Hadith sahla. Le schéma. Donc, nous avons au niveau de bulbe rachidien, l'olive bulbaire, la pyramide bulbaire. Donc, et le pont. Là, toujours le schéma de présentation. Donc, au sein de l'olive bulbaire, nous avons un noyau, le noyau dentelé. Un noyau dentelé, c'est-à-dire c'est comme une scie avec les dents, donc noyau dentelé. Le noyau olivaire inférieur qui occupe l'olive bulbaire. Nous avons le noyau gracile et cuniforme. Le noyau gracile et cuniforme qui occupe la partie, là à peu près, le noyau gracile et cuniforme au niveau de bulbe rachidien. Et à partir de ces deux noyaux commence le pédoncule cérébelleux inférieur. Mais, le faisceau latéral de la moelle. Mais le faisceau issu de ces deux noyaux sensitifs, il en avant. Il en avant et remonte dans ce qu'on appelle le faisceau de Rel, le Rel médian. Donc à partir de ces deux faisceaux, nous avons le faisceau de Rel médian, voilà le lemnisque médian et le pédoncule cérébelleux moyen, pédoncule cérébelleux inférieur, les gymes, la partie latérale, le faisceau latéral de la moelle épinière. Hadou les noyaux graciles et cuniformes. Après, la partie la plus importante, la substance réticulaire du tronc cérébral. Non? Pas uniquement bulbaire, mais le tronc cérébral. Là, je vais rectifier, Hadi. C'est pas uniquement le bulbaire, elle occupe. Donc, on va dire un schéma à part pour cette substance. Toujours le même schéma. Donc, nous avons le tronc cérébral, Hakda. Voilà. Et le bulbe rachidien, la moelle épinière. L'aqueduc de Sylvis, le quatrième ventricule, et le canal épendymère de la moelle épinière. Donc, au niveau du tegmentum, nous avons une substance dite réticulaire. Substance réticulaire qui s'étend le long du tronc cérébral et qui descend même autour du canal épendymère dans la commissure grise médulaire, c'est-à-dire au milieu de la substance grise. Donc là, elle descend autour du canal épendymère. Même la substance grise, la moelle épinière, elle est là. La substance autour du canal épendymère a presque la même fonction, la même signification. Donc c'est une substance réticulaire. C'est-à-dire substance réticulaire, c'est-à-dire premièrement elle est mal systématisée. Même le rôle exact. La destruction de cette substance entraîne une perte de connaissance.
les physiologues يعرفوها خير منا احنا les anatomistes. Donc c'est une substance activatrice, c'est la substance activatrice de l'état d'éveil. C'est-à-dire احنا كي نرقدوا dans l'état de sommeil, sans l'action de cette substance, نبقاو راقدين ما نوضوش. Donc c'est à partir de là que commence l'activation de l'état d'éveil. C'est la première notion. L'atteinte en clinique, l'atteinte de cette substance entraîne un coma, hein, une perte de connaissance. La signification de cette physiologique, c'est-à-dire fonctionnelle, ou la systématisation de cette substance, elle contient les neurones qui assurent l'association. Des neurones qui assurent l'association entre les différents étages du tronc cérébral, entre les différents noyaux. Par exemple, si on prend ce qu'on appelle la voie oculo-céphalo-gire, le mouvement le mouvement du globe oculaire en fonction du mouvement de la tête. C'est-à-dire quelqu'un qui entend un bruit à droite, donc il tourne sa tête à droite, il tourne tout d'abord le globe oculaire à droite, et quand le globe oculaire se bloque à droite, donc il suit ce mouvement par un mouvement de la tête, pour voir l'objet qui est l'objet. Oui. Le mouvement, la coordination entre le mouvement de la tête et le mouvement du globe oculaire est assurée par automatiquement une connexion, mais bien les noyaux oculomoteurs, les le 3, le 4 et le 6, et les noyaux qui tournent la tête, c'est le noyau du spinal, le nerf 11. Cette connexion entre le 3, 4 et 5, 6 et 11 est assurée par des neurones situés dans cette colonne. C'est juste un petit exemple, juste un petit exemple qui c'est quoi la voie d'association. La substance réticulaire, elle assure l'association entre tous les noyaux. Un autre exemple, par exemple, quand on excite la cornée de l'œil. La cornée de l'œil, elle est énervée par le sein et elle donne, donc on a les larmes. Les larmes, c'est le noyau salivaire, le noyau lacrymonasal du 7. Donc, la connexion entre ces deux noyaux est assurée toujours par cet arc réflexe. Lorsqu'on touche la cornée, des larmes, avec bien sûr la fermeture, la paupière. La fermeture de la paupière est assurée par le 7, le noyau moteur du 7. Mais les larmes, ils jouent grâce à cette substance associative. Donc, je vous comment la substance réticulaire, c'est une substance qui assure l'association entre... Donc, c'est la substance, elle est très importante, substance réticulaire. C'est un noyau propre du tronc cérébral. Je vais laisser la substance blanche pour une deuxième séance, parce que on a comme bzaf. Bon, merci pour votre attention. Et restez au Hein? Bon courage. Merci bien.